vous remercier toutes et tous de nous accompagner dans cette expérience de la liste de l'avenir en commune, qui s'est fait connaître au mois de janvier, le 20 janvier, mais c'est le fruit d'un travail maintenant entamé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et j'en parlerai un peu plus tard. Donc c'est un travail de concertation et de consultation avec les citoyens de Tarbes, avec la volonté de faire une liste la plus ouverte possible, une liste où il n'y a pas de professionnels de la politique, une liste qui est consciente des urgences sociales, environnementales, et une liste qui se veut être en mesure et en capacité de changer la situation à Tarbes, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'on en a bien besoin depuis 19 ans de gestion de Gérard Flamèche. Enfin, je ne peux pas commencer cette réunion sans parler de ce qui vient de se passer au niveau national. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Je veux parler notamment de ce que le Premier ministre vient d'engager devant la représentation nationale. Alors ça me rappelle quelque chose, il y a Michel Audiard qui disait « Ils sont capables de tout et c'est à ça qu'on les reconnaît ». Alors je ne dirais pas quel est le qualificatif que j'emploierais pour eux, mais c'est vrai qu'ils sont capables de tout. Ils osent tout. Sur la retraite par points, ils mentent. Ils mentent lorsqu'ils disent qu'il y a des problèmes financiers pour pouvoir la financer, c'est faux. C'est faux, nous avons des réserves financières suffisantes pour financer les retraites et pour maintenir un système de retraite par répartition qui est l'un des plus avancés de l'Union européenne et de l'OCDE et qui a permis depuis 1945 à ce que les personnes en situation de retraite sortent de la situation de pauvreté. Lorsqu'on compare à d'autres pays de l'Union européenne, on est, je dirais, les mieux lotis. Ils mentent lorsqu'ils disent que c'est une loi pour réduire les inégalités et notamment qui est tournée vers les femmes. C'est exactement l'inverse. Tout le monde le sait qu'avec le mode de calcul de cette retraite par points, les principales victimes seront les femmes. Ils mentent lorsqu'ils disent que ce n'est pas une retraite par points qui va ouvrir la porte à la capitalisation, c'est exactement l'inverse. Et c'est exactement l'inverse parce qu'il y a 6 mois, ils ont fait voter une loi qui est la loi Pacte, qui va permettre effectivement au plan épargne retraite de prendre, je dirais, la part de marché, puisque c'est comme ça que ces gens-là évoquent la question de la retraite par répartition, de la retraite par points. Ils mentent aussi lorsqu'ils disent que pour que la santé publique, on sait, je dirais, dans quelle situation on est aujourd'hui, pour qu'elle aille mieux, il faut qu'elle soit mieux organisée. Non. Si aujourd'hui, l'hôpital public et la santé publique est en voie d'effondrement, comme le disent un certain nombre de médecins et de professionnels de santé, c'est le fruit des politiques que nous subissons maintenant, non pas depuis 5 ans, non pas depuis 10 ans, mais depuis 30 ans. Donc cette liste, elle s'est constituée aussi sur cette question d'urgence sociale, sur cette dégradation des services publics, et avec un souci de cohérence, parce que ça fait maintenant des semaines et des mois où on voit dans ce pays un mouvement social, les Gilets jaunes que tout le monde a en tête, qui évoque cette urgence sociale, qui évoque aussi une urgence démocratique. Pourquoi je parle de l'urgence démocratique? Je viens de vous dire dans quelles conditions le gouvernement a décidé d'imposer la retraite par points et de mettre à bas 70 années de construction d'un modèle social. Il l'a imposé au travers d'une disposition constitutionnelle qui le lui permet, l'article 49.3. L'article 49.3, il a été utilisé pendant la Ve République à 86 reprises. À 86 reprises. Michel Rocard l'avait utilisé 28 fois. Alors il n'avait pas de majorité absolue. Alors ça peut peut-être s'expliquer, encore que. Et les gouvernements précédents, Manuel Valls, a imposé la case du droit du travail et du code du travail grâce et par l'entremise du 49.3. Aujourd'hui, c'est le gouvernement Philippe Macron qui décide de casser la retraite par points. Mais comme je l'ai dit, de casser la retraite par répartition, mais comme je l'ai dit, l'hôpital public, la santé publique, les services publics ont été mis à mal maintenant depuis des décennies. Et donc c'est, je dirais, une question de cohérence que de le dire. La loi hôpital que nous subissons aujourd'hui, la loi Buzyn, c'est la suite de la loi Touraine, qui elle-même est la suite de la loi Bachelot.
Les retraites, de la même manière, aujourd'hui on a la retraite par points, précédemment on a eu la loi Touraine qui a mis en place 43 annuités de cotisation et qui a maintenu une décote. Le Code du travail, je vous l'ai dit, Manuel Valls a cassé le Code du travail, il est passé par le 49.3 et la suite ça a été les ordonnances de M. Macron qui avait été élu président de la République. Donc voilà, nous n'oublions rien de tout cela, nous savons quel est le contexte et nous savons à quel point nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui est en train d'être dévoyée. Une démocratie qui n'est plus une démocratie réelle, mais bien une démocratie virtuelle. Une démocratie virtuelle qui permet effectivement de casser des pans entiers de notre construction sociale par une disposition réglementaire qui est le 49.3. Alors bien évidemment, on ne va pas se laisser faire et on va continuer. On va continuer à se battre et on va continuer au travers des actions dans la rue, dans les rassemblements, à protester et à combattre cette réforme qui est une réforme régressive pour l'ensemble de la population. Alors, pourquoi je parle de ce contexte qui est un contexte d'urgence sociale? C'est que l'urgence sociale et l'urgence écologique sont intimement liées. Je parle de la retraite par points, je dis. La retraite par points, c'est la porte ouverte, effectivement, à la retraite par capitalisation, et c'est la porte ouverte au fonds de pension qui vont investir ce sujet-là. Mais pourquoi c'est lié avec l'urgence écologique? Donner la retraite par répartition au monde du capital financier, c'est permettre à ces fonds d'investissement de s'agrandir. Et lorsque l'on regarde de très près où investissent et dans quel secteur s'investissent ces fonds-là, en majorité dans les sociétés extractives, qu'elles soient de gaz, de pétrole ou des sociétés, en tout cas des secteurs qui sont particulièrement nocifs pour l'environnement. Ces fonds de pension, BlackRock entre autres, puisqu'on en a beaucoup parlé, on en parlera peut-être en fin de soirée lors d'une chorégraphie qui est prévue, BlackRock entre autres, investissent la majeure partie de leur participation dans les industries extractives, que ce soit le gaz ou le pétrole. Donc effectivement, il y a un lien entre l'urgence sociale et l'urgence environnementale. Oui, il y a un lien. On voit aussi dans de multiples études que là où la durée annuelle du travail est moins importante, l'empreinte écologique est moins importante. Ils veulent nous faire travailler plus, alors qu'en fait, il faut travailler moins. Et c'est ce qui est, je dirais, le trait dominant de la politique qui est menée. Lorsque je dis qu'effectivement, il y a un lien entre l'urgence sociale et l'urgence écologique, lorsque je dis que nous avons une difficulté sur le mode de fonctionnement démocratique et la démocratie dans ce pays, ça existe au niveau national, ça se constate au niveau national, mais on a également, je dirais, le révélateur au niveau local. Au niveau local également, nous avons des problèmes démocratiques, nous avons des problèmes de participation. Je veux prendre pour exemple l'élection municipale d'il y a 6 ans. L'élection municipale d'il y a 6 ans, M. Gérard Trenège a été élu ici avec un taux de participation qui dépassait à peine les 50%. Il a été élu donc avec 28% des inscrits pour mener la politique qui est la sienne pendant 6 ans. On a des quartiers entiers, des quartiers populaires, qui sont des quartiers qui étaient en groupe, qui sont en voie de relégation. Le taux de participation n'a pas dépassé les 30 ou 35%, c'est-à-dire avec 70% d'abstention. Nous considérons qu'il faut revivifier la démocratie locale. Revivifier la démocratie locale, ça veut dire la démocratie ne s'arrête pas le jour où l'on glisse un bulletin dans l'urne, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. La démocratie locale, ça continue tout le long du mandat. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est donner la possibilité, bien évidemment, aux citoyens et aux habitants de Tarbes, d'être co-décisionnaires de ce qui sera engagé dans cette ville. Et on en a un besoin impératif, parce que cette ville, elle souffre. Elle est en grande difficulté. Et ce sont les citoyens qui sont en grande difficulté. Alors quand M. Trenège nous dit « Vous êtes des déclinologues quand vous dites que la ville de Tarbes souffre ». Non, on n'est pas des déclinologues. On regarde les chiffres. Et on regarde les chiffres qui sont les porteurs et les vecteurs d'une réalité.
Il y a 24% de pauvres à Tarbes. Il y a des quartiers où le taux de pauvreté est à 41%. Il y a 5000 logements vacants à Tarbes. Cette ville s'est vidée pendant les 3 mandats de M. Trémège de 6000 habitants. Et il y a 5000 logements vacants. Et nous avons un bailleur social, présidé par M. Trémège, qui ne fait pas son travail, qui n'engage pas les opérations de rénovation urbaine et qui ne permet pas à ce que cette ville se revitalise. Alors aujourd'hui, on le voit faire feu de tout bois. Il veut planter des arbres, je ne sais pas combien de milliers. Voilà. Il veut également renouveler les places en disant c'est ce qui va faire revivre la ville. Et en même temps, il a joué les pompiers pyromanes. En faisant en sorte et en donnant des autorisations pour que l'activité commerciale et l'activité de service aillent à l'extérieur, vers Ibos, ou, je dirais, quitte le centre-ville pour se détourner vers l'Arsenal. Donc nous avons eu un pompier pyromane, et nous avons quelqu'un qui aujourd'hui fait feu de tout bois pour nous dire écoutez, pendant 19 ans, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais maintenant ça va y aller. Maintenant je vais planter des arbres, maintenant je vais créer des centaines, voire des milliers d'emplois. Nous considérons que la réalité, c'est qu'il a mal géré cette ville, qu'il a accentué les difficultés des villes moyennes, comme il peut y en avoir d'autres. Il y a d'autres villes moyennes en France qui ont des difficultés, mais ici plus particulièrement, et qu'il est aujourd'hui nécessaire de changer d'air. ERE et AIR. Oui, de changer d'air, d'avoir une nouvelle ère démocratique. Parce qu'on a également un maire qui qui n'a pas respecté ni les valeurs ni l'éthique républicaine, qui a considéré que les intérêts privés sont plus importants que les intérêts collectifs. Et aujourd'hui, on le paye au prix fort. Donc effectivement, ce que cette liste propose, cette liste qui est riche, je dirais, non pas d'entrepreneurs ou de professions libérales, comme on peut le voir sur d'autres listes, j'ai rien contre les entrepreneurs et les professions libérales, je vous le dis tout de suite, mais il y a également, dans cette liste, et surtout, des militants associatifs, des militants syndicaux, des ouvriers, des salariés de la fonction publique, des agents territoriaux. On a même un commandant de brigade de gendarmerie, mais à la retraite, parce que sinon il ne pouvait pas. Donc, vous voyez qu'elle est diverse. Donc cette liste, elle se veut une liste ouverte, citoyenne, et elle se veut une liste ouverte aux propositions que pourront nous faire les citoyens. On fera, je dirais, le premier axe, où je ne vais pas faire ici une présentation de grands projets, et une espèce de surenchère sur les projets qu'on peut engager sur la ville de Tarbes. Tel n'est pas le propos. Oui, il faut faire des pistes cyclables. Oui, mais il ne s'agit pas de faire, comme a fait M. Trémège pendant 19 ans, de dessiner sur la chaussée un coup de peinture en disant j'ai fait des pistes cyclables. Non, ça mérite de s'interroger sur comment on fait en sorte que dans une ville où 74% des habitants vont à leur lieu de travail à moins de 5 km en véhicule personnel. Moins de 5 km. Dans une ville rigoureusement plate, il me semble qu'il est possible de faire un gros effort en termes de pistes cyclables, mais pour ça, il faut l'étudier de manière sérieuse. C'est-à-dire, il faut que l'on ait des vitesses maximales qui soient portées à 30 km/h sur certaines zones. Je pense qu'il est urgent et nécessaire d'apaiser tous les alentours des écoles, des collèges, en tout cas de tous les établissements scolaires. Là, il y a matière effectivement à faire en sorte que nos gamins aillent à leurs établissements scolaires, non plus portés par le véhicule personnel des parents, mais par l'utilisation du vélo, entre autres. Sur la question du logement, j'en ai dit 2 mots. Quand je vous donne le chiffre de 5000 logements vacants, c'est effectivement un problème majeur de la ville de Tarbes. 5000 logements vacants, ça veut dire qu'on accepte que des populations aillent, se détournent de la ville de Tarbes et ailleurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi on a 5000 logements vacants? Alors, pour plusieurs raisons. Certaines sont des questions d'ordre fiscal, parce que c'est vrai qu'on a une fiscalité qui est particulièrement lourde sur Tarbes. On a également une situation où les logements, que ce soit des bailleurs publics ou les logements du parc privé, ne correspondent pas aux besoins des populations. Nous avons un bailleur social, qui est la société, la CEMI, qui n'a fait en 20 ans aucun travail de rénovation. Aucun. C'est pas nous
Pas un euro n'a été mis dans la rénovation thermique, qui permet d'ailleurs de faire des économies et ensuite d'alléger les charges des habitants. Aucun moyen en termes d'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, je parle bien entendu de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Je pourrais multiplier les exemples des situations et d'une politique qui a été menée dans cette ville maintenant depuis 3 mandats qui ne correspondent pas aux besoins des populations. En termes d'emploi, c'est particulièrement grave. Nous avons effectivement vécu la désindustrialisation. M. Trémèche nous dit qu'il a créé des milliers d'emplois. Non, il n'en a pas créé des milliers. Il y a eu des milliers d'emplois détruits. Et il y a eu effectivement un détournement des emplois de la ville vers la périphérie, avec l'Arsenal, entre autres. Mais nous avons 20% de la population terrestre qui est en situation de chômage. Et lorsque l'on prend les moins de 30 ans, on est à des taux qui sont supérieurs à 30%. Donc il y a un besoin, effectivement, d'aller vers la création d'emplois. Alors quand on dit la création d'emplois, on dit le maire n'a pas le pouvoir d'en créer. Oui, c'est vrai, j'ai parlé des politiques globales. Les politiques globales ont des conséquences sur le local, mais les politiques locales peuvent faire beaucoup. Elles peuvent faire beaucoup en entraînant un mode de développement qui soit un mode de développement vers l'économie circulaire, on en parlera tout à l'heure. On peut également intervenir au niveau de la commande publique pour faire en sorte que les normes environnementales et les normes sociales soient respectées. Donc, effectivement, nous avons des problèmes globaux qui pèsent sur la population et qui créent des difficultés, mais nous avons la possibilité, au niveau local, d'agir. Nous avons la possibilité de revivifier la démocratie et nous avons la possibilité de donner des situations, je dirais, des solutions alternatives. Alors oui, cette liste, elle a pour objet et pour ambition d'apporter notre pierre pour faire des communes plus solidaires, plus écologiques et plus démocratiques. On va en parler durant toute la soirée. Je vous remercie. Another day,